l'auditorium de la Maison de Culture. Vous allez sûrement visiter l'exposition magnifique commissariée par Méhel, une des artistes au deuxième étage. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à revenir nous voir à partir de 13h à chaque jour pour visiter cette magnifique exposition qui se tiendra donc jusqu'au 16 juin inclusivement. Ce soir, nous avons l'honneur de vous présenter en fait une conférence pour discuter des sujets qui se retrouvent au deuxième étage dans l'exposition. L'œuvre en fait de deux peintres en fait très significatifs, Isakiem et Kada, mais je ne suis absolument pas spécialiste de la chose, donc j'ai invité en collaboration avec le Festival culturel nord-africain, évidemment, M. Miloud Chenoufi, qui nous fait l'honneur de nous présenter plusieurs de ses essais et recherches, en fait, parce que je pense que c'est une passion chez lui, vous me corrigez. Je voulais vous mentionner que nous avons une transmission en direct ce soir, donc il y a plusieurs caméras, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Nous avons une excellente équipe technique à cet effet. Je cède la parole à M. Mourad Mourami, président du Festival culturel nord-africain. Mourad. Merci Caroline, merci tout le monde, merci Miloud d'avoir accepté notre invitation. Il a fait aller-retour, c'est 1000 km. Merci beaucoup. Peut-être pas le seul, elle a fait 700, Nadia, Gaspésie, mais ça fait plaisir. Miloud, c'est un spécialiste, c'est un journaliste, c'est un docteur, c'est quelqu'un qui enseigne des hauts gradés. Et c'est surtout un passionné. Il va nous parler de ce thème-là, de Siahan, de Khda, et comment on les regarde sur Kawas. Moi, je tenais juste à vous remercier tous pour votre présence. Et puis, l'exposition, c'est jusqu'au 16. Alors, la meilleure publicité, je suis un gars de publicité, mais la meilleure publicité, c'est bouche à oreille. On compte sur vous, ceux qui sont autour de vous, qui viennent découvrir. Si vous avez aimé, bien sûr. J'imagine que... alors, c'est ça. Et puis, je céderai la parole à Méhel. Et je remercie encore une fois Sariwat qui est en direct, actuellement, les gens qui sont loin, qui suivent cette conférence de Miloud. Un mot pour Méhel et ensuite, ce sera à toi, Miloud. Merci beaucoup. S'il te plaît. Je suis petite. Je suis pas grande. Merci beaucoup. Voilà, je pense que c'est confortable. Écoutez, merci à vous d'être là. Et aujourd'hui, on ne présente plus Miloud Chenoufi comme docteur en sciences politiques, mais plutôt comme amoureux de la peinture d'Issiarène. Issiarène, sans être son maître direct, c'est son maître par la mémoire. Et ceux qui ont peut-être vu une présentation, une conférence de Miloud en 2011, je crois, c'était Issiarène d'Écorchéville, il avait parlé de la vie d'Issiarène et comment Issiarène a travaillé et comment son accident a marqué son travail et comment l'absence de relation avec sa mère l'a polarisé sur le portrait des femmes. Dans la peinture d'Issiarène, beaucoup de symboles apparaissent, mais cette exposition, on a voulu, bien sûr, elle est, comment dirais-je, en mémoire d'Issiarène, mais on la présente plutôt sous le prisme de l'utilisation des symboles identitaires. Et je vais laisser Miloud nous parler justement pourquoi et comment interpréter les symboles identitaires dans les œuvres artistiques. Miloud, à toi. Merci. Messieurs, dames, bonsoir. Merci pour cette introduction. J'espère que je vais savoir me montrer digne de ce qui a été dit. À mon tour de remercier les organisateurs du festival, Madame Hell en particulier, pour avoir géré un groupe d'artistes pendant une année. Vous savez, le temps artistique n'est certainement pas le temps managérial de l'organisation d'une exposition.
Donc vous pouvez comprendre que le travail de Madame Hen n'était pas aisé. Et dans mon cas, j'accumule les défauts parce que je fais un peu de peinture et je suis par ailleurs universitaire. Et donc on n'est pas connu dans ces deux domaines d'être des gens particulièrement portés sur la ponctualité. Donc merci beaucoup. Merci à Mourad aussi qui, avec beaucoup d'acharnement, a réussi à mener ce festival à l'âge vénérable de 10 ans. C'est un exploit parce que il faut beaucoup de volonté et de détermination, parce que ce sont des festivals qui exigent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de financement, et tout cela existe en quantité limitée. Alors, merci aussi à la Maison de la Culture de Côte-des-Neiges d'accueillir cet événement et d'accueillir d'autres activités du festival. Ça fait honneur à ce quartier dans lequel j'ai eu le plaisir de vivre une bonne dizaine d'années avant de m'exiler à Toronto. Alors, regard croisé sur Issiakham et Khadda. Deux noms propres sur lesquels j'ai triché un peu parce que j'en ai rajouté deux autres. J'ai rajouté Baya Mahidine et Choukri Mesli. Pourquoi? Parce que porter un regard croisé sur Issiakham et sur Khadda nous interpelle pour aborder une génération qui a pour point commun d'être née autour de 1930. Issiakham en 1929, Khadda lui-même en 1930, Baya et Choukri Mesli en 1931. Et ceux qui connaissent l'histoire de l'Algérie savent à quel point cette année 1930 est importante par la mémoire douloureuse qu'elle évoque, celle du centenaire de la colonisation. J'y reviendrai. C'est une génération que je qualifie avec beaucoup d'affection de génération en or. D'abord parce que l'œuvre de chacun des artistes qui appartiennent à cette génération est d'une puissance esthétique assez exceptionnelle. Donc la valeur intrinsèque, la valeur artistique intrinsèque de ces œuvres-là est assez singulière pour inscrire ces artistes dans la grande lignée des grands artistes dans l'histoire de l'art. Mais c'est surtout une génération qui a fait un exploit. Son exploit est d'avoir fait naître l'art plastique algérien directement dans la modernité la plus avancée, voire dans la postmodernité, le postcolonialisme. Dans un contexte dans lequel il existait dans l'Algérie coloniale des forces centrifuges qui ne facilitaient pas une telle naissance et qui condamnaient en fait cet art à ne jamais naître. Donc vous comprenez que c'est contre vent et marée que leur œuvre a existé. Et ils ne l'ont pas fait sur la base d'une réflexion préétablie. Ils l'ont fait d'une manière très aristotélicienne, par la pratique, par le geste artistique lui-même, qui a donc mené à cela. Pourquoi cette génération a réussi cet exploit? On n'aura peut-être jamais de réponse satisfaisante, mais en tout cas, on peut faire le constat que cette génération donc, a fait naître l'art algérien dans la modernité la plus avancée, sans être passé par quelques classicismes, quelques académismes précédents. Et alors, on m'a demandé donc d'aborder leurs œuvres, l'œuvre de cette génération, à partir du prisme de l'identité, du prisme des symboles identitaires. Et je me vois dans l'obligation de devoir dire quelques mots sur l'identité avant d'aborder les œuvres elles-mêmes, parce que vous savez que nous vivons à une époque où l'identité est assimilée à une sorte d'ensemble d'attributs figés, déterministes, qui est en fait source de toutes les exclusions. À partir du moment où c'est une conception de l'identité promue principalement par le populisme
et tous les extrémistes un peu partout dans le monde. Et comme je l'ai dit, cette conception figée de l'identité qui est donc héritée du passé, eh bien, conduit celui ou celle qui y croit à haïr, à exclure et éventuellement à tuer symboliquement et à tuer physiquement. Or, c'est une conception bien réduite et réductrice de l'identité, parce que l'identité, je le dis d'emblée, n'est pas un ensemble d'attributs figés qui n'évoluent jamais, qui ne changent pas. L'identité a un contenu fondamentalement et intrinsèquement dynamique. Alors, elle se déploie sur deux échelles. Une échelle individuelle, qui fait que chacun de nous est une personne différente. Elle est différente même des personnes les plus proches d'elle. Donc la singularité de l'individu fait son identité individuelle. Ensuite, parce que l'être humain, anthropologiquement, naît dans une réalité qui lui préexiste et que cette réalité-là est une réalité collective, eh bien, par la force des choses, l'identité, elle est collective aussi. Et elle est dynamique, ici aussi. Pourquoi? Et là aussi, contrairement à ce que prétend le populisme, contrairement à ce que prétendent les différents extrémismes que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui, le groupe qui préexiste à l'individu n'est pas... il est pluriel, par définition. Donc nous appartenons nécessairement à plusieurs groupes à la fois. Et alors, la dynamique de l'identité se fait ensuite selon deux types d'interactions. La première interaction à l'échelle individuelle, à l'échelle du groupe, c'est par rapport à l'héritage. Que l'héritage soit culturel, qu'il soit religieux, linguistique, de genre, politique, nationaliste, etc., etc. Bref, il y a toujours nous recevons toujours en héritage toutes ces dimensions identitaires. Et dans cette interaction-là, l'identité peut évoluer, elle peut changer, puisque l'être humain, contrairement aux autres êtres du règne animal, l'être humain est doté d'autoréflexivité. Donc il est capable de mettre en perspective ce qu'il reçoit en héritage, peut le faire évoluer, et c'est comme ça d'ailleurs que le progrès se produit. Deuxième type de dynamique, c'est le rapport à l'altérité, le rapport à ce qui est différent de moi en tant qu'individu ou de nous en tant que groupe. Et cette dynamique-là, cette interaction, cette altérité-là peut se faire dans l'amitié et le dialogue, elle peut se faire dans l'adversité, elle peut se faire aussi dans un rapport à l'ennemi. Tout dépend de la conception que nous avons de notre héritage. Et généralement, lorsque la conception de l'héritage est une conception dynamique et ouverte, eh bien l'interaction avec le différent, avec l'altérité, elle l'est aussi. Alors voilà à peu près le cadre de réflexion que j'ai utilisé pour aborder l'œuvre de ces quatre artistes-là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une réflexion qui a été menée par Khadda au milieu des années 60, qui, lui, a essayé de comprendre quelles sont les composantes, les dimensions de l'héritage artistique de l'Algérie. Et donc, ça correspond, pour moi, du point de vue identitaire, à l'héritage dont je vous parlais. Hein, d'accord ? Donc, le rapport à cet héritage-là. Et d'après Khadda, il y a trois repères identitaires dans l'art algérien. Le premier, c'est l'héritage préhistorique. Et sa référence, ce sont les peintures rupestres qui existent pas uniquement à l'extrême sud de l'Algérie, mais ces peintures préhistoriques qui existent un peu partout dans le pays et qu'on a hérité de différentes époques préhistoriques. Et comme vous pouvez le voir, ce sont généralement des scènes de chasse, des scènes de danse. Et c'est une expression artistique murale
qui est assez élaboré. Quand on sait que les plus vieilles remontent à 8000 ans avant notre ère, on peut se rendre compte à quel point l'expression artistique fait partie de l'ontologie humaine. Donc voilà, première composante identitaire, premier repère, c'est l'héritage préhistorique. Le second repère identitaire d'après Khadda, c'est l'héritage berbère. C'est l'héritage berbère avec toutes sortes d'expressions artistiques, à commencer par les décorations murales intérieures, qui se perdent aujourd'hui, mais qui ont été fortement présentes dans l'histoire du pays, comme vous pouvez le voir sur ces deux photos. Puis vous voyez la symbolique et les signes qui sont utilisés pour la décoration. Alors, je le dis tout de suite, la plupart des composants de ces signes-là devaient avoir une signification particulière à un moment de l'histoire. Une signification totémique, probablement, mais qui, génération après génération, sont devenus des artifices artistiques uniquement adoptés par des gens qui vont habiter dans telle ou telle région qui correspond à telle ou telle expression artistique. Alors, toujours dans l'héritage berbère, il y a, pour ceux qui connaissent l'Afrique du Nord en général, la poterie, les bijoux. Et puis, vous pouvez voir que l'expression artistique, à travers les couleurs, mais à travers les formes géométriques, elle est assez proche de ce que nous avons vu dans les décorations murales. Le tapis, aussi, avec donc la même analogie dans l'utilisation des motifs. Et puis, juste avant de passer au troisième repère, je n'ai pas mis de photo de tatouage parce que, bon, j'avais peur de mettre la photo de la maman de quelqu'un qui est dans la salle et de devoir me justifier pour ça. Il y a des limites à prendre les photos sur Internet, mais j'ai le souvenir très vivace dans mon esprit de ma propre grand-mère qui était donc tatouée sur le visage, tatouée sur les mains, sur les avant-bras. Et les formes qu'on utilise, les motifs qu'on utilise dans les tatouages sont exactement les mêmes motifs que ce que nous venons de voir, que ce soit dans les décorations murales, que ce soit dans la poterie, dans le bijou kabyle ou les tapis. Alors, troisième repère identitaire, c'est l'héritage islamique. Alors, je dis héritage islamique et non pas héritage nécessairement musulman parce que je veux aussi arracher la civilisation islamique à la connotation strictement religieuse. Parce que, au fait de cette civilisation-là, ceux qui y ont participé, ceux qui y ont pris part, que ce soit dans les sciences, dans la poésie, dans la littérature, dans l'architecture, n'étaient pas toujours musulmans. Donc c'était une civilisation qui était inclusive. Et donc islamique renvoie à ce mouvement civilisationnel inclusif. Et puis j'ai mis à gauche donc une céramique de l'ère abbasside qui remonte au XIe siècle, une mosaïque de la mosquée des Omeyyades, malheureusement détruite pendant la guerre civile récente en Syrie. Il en reste quelque chose, on verra ce qui pourra être récupéré, mais la destruction est assez sérieuse, donc qui remonte au 8e siècle. Et puis au milieu, des céramiques contemporaines qui se font par des artistes et des artisans algériens aujourd'hui, pour ceux qui veulent avoir de la faïence avec laquelle ils vont décorer leurs habitations. Donc voilà, trois formes d'héritage. Alors, bien entendu, je n'ai pas parlé de l'héritage musical, je n'ai pas parlé de l'héritage architectural, de l'héritage poétique, et puis je n'ai pas non plus parlé des enluminures, je n'ai pas parlé non plus des miniatures, qui font partie aussi de cet héritage qu'on associe à la civilisation islamique. Et puis vous avez dans l'héritage islamique la calligraphie. La calligraphie dans laquelle la lettre arabe devient objet artistique
en soi. Et puis dans l'héritage, bien entendu, la calligraphie disait quelque chose. Donc on peut lire ce qui est écrit de part et d'autre sur cette diapositive à droite. Par exemple, ce sont des versets du Coran. Donc voilà. Alors voilà donc les trois composantes de cet héritage-là. Et j'ai beaucoup hésité à mettre les citations que vous voyez dans cette slide-là parce que il ne faut pas accorder beaucoup d'importance aux gens qui tiennent des propos de ce genre et je ne tiens pas à leur faire de la publicité, mais c'est pour le besoin de la démonstration et pour une façon pour moi de vous montrer à quel point en 1930 il était difficile que l'art algérien émerge normalement. Et là, vous avez deux citations d'Augustin Berck, qu'il ne faut surtout pas confondre avec son fils, Jacques Berck, qui, lui, avait une position et une attitude diamétralement opposées. Mais enfin, ces deux citations témoignent de l'état d'esprit de la domination coloniale en 1930, après un siècle donc de colonisation, de peuplement. L'Algérien était conçu comme étant quelqu'un qui est définitivement vaincu et appelé en fait à disparaître. Et donc, il était nécessaire aussi que cette domination-là s'accompagne d'un discours savant dans toutes sortes de domaines, mais y compris dans le domaine artistique où on ne reconnaît pas la qualité d'artiste à cette personne-là qu'on a occupée, donc qu'on a expropriée, qu'on a déplacée et qu'on a tuée à large échelle au 19e siècle et jusqu'à en fait l'indépendance. Donc je ne vais pas lire les deux citations, vous les avez ici, mais ça vous donne une idée sur un état d'esprit de l'époque et qui était largement partagé. C'était publié en 1937, donc à une époque où les artistes dont je vous parle avaient 8, 7 ou 6 ans. Donc vous comprenez que le contexte dans lequel ils ont évolué, ce n'était pas un contexte qui les aurait encouragés à être autre chose que l'être dominé et qui mérite d'être dominé comme le véhicule ce discours-là. Et alors, face à une telle réalité, la réaction pouvait être la reproduction de l'héritage identitaire. Donc on reprend à l'identique, soit la céramique, on reprend à l'identique la calligraphie, on reprend à l'identique l'enluminure, etc., etc. Mais là, on ne crée plus, parce qu'on ne fait que imiter. L'autre possibilité aurait été d'adopter ce que les tenants de ce discours orientaliste, proprement dit, défendaient, à savoir que la seule forme supérieure d'expression artistique, c'est la peinture de chevalet. La peinture de chevalet qui, effectivement, n'avait pas existé, ni dans la tradition algérienne, ni dans la tradition nord-américaine. Et là, au lieu et à la place de l'imitation de l'héritage, on va imiter le dominateur. Et dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de création, il y a juste du mimétisme. Alors, il y a eu une première réaction que... alors voilà, donc la représentation devait revenir au peintre orientaliste. Et là, vous savez, c'est un tableau qui, entre nous, du point de vue technique, pictural et esthétique, est un véritable bijou. Ce sont les femmes d'Alger dans leur appartement de Delacroix. Alors, Delacroix a passé 2 ou 3 jours en Algérie. Et c'était à l'époque de la conquête. Mais il avait une idée de ce que doit être l'intérieur d'une maison à Alger. Okay. Et c'est ce qu'il a peint. C'est vrai que la légende dit qu'il a été invité par quelqu'un qui l'est rentré, etc. Mais ce qu'il a vu, ce n'est certainement pas cette scène de femmes fainéantes, langoureuses, qui fument le narguilé, qui n'ont rien d'autre à faire que de voir le temps passer. Ce n'est certainement pas ce qu'il a vu, mais c'est ce qu'il y avait dans sa tête.
Ok. Donc, la représentation de l'algérienne, ici en l'occurrence, mais de l'algérien en particulier, passait par un filtre qui était en fait enchâssé dans l'esprit du peintre orientaliste, beaucoup plus qu'une présentation d'une réalité qu'on va voir. Et c'est le problème de l'orientalisme en général et de la peinture orientaliste en particulier, même si, encore une fois, il faut savoir reconnaître la beauté et l'esthétique de ce genre de peinture. Et alors, face à cette réalité de domination, il y a eu d'abord une réaction défensive. La réaction défensive est celle d'une génération qui a précédé la génération au nord dont je veux vous parler. Et là, vous avez la reproduction d'un tableau fait par le chef de file de cette génération précédente, qui est donc Mohamed Rassim. Et ce que vous voyez ici, c'est la reprise d'une tradition islamique de l'enluminure et une reprise de la tradition picturale de la miniature, qui était très développée dans l'Empire ottoman, chez les Perses, etc., etc. Mais ce que Rassim fait, c'est de la peinture de chevalet. Enfin, donc, il peint sur le chevalet et il introduit quelque chose qui n'existait pas dans la miniature, c'est-à-dire la perspective. Donc, vous voyez qu'il y a de la perspective, alors que les miniatures, généralement, sont peintes en 2 dimensions. Mais ce n'était pas assez parce que, comme je vous l'ai dit, ça reste à la fois un mimétisme du passé et un mimétisme du dominateur. Mais Rassim va jouer un rôle assez fondamental, parce qu'il, lui, avait eu la chance d'être intégré à l'école des beaux-arts à Alger, dans laquelle les Algériens n'avaient pas accès. Et donc, il a aidé notamment Choukri Mesli et Issa Kham à intégrer cette école-là. Et donc, ce que va faire cette génération dont j'essaie de vous parler, c'est une réaction offensive. Et cette réaction offensive, moi, je lui ai trouvé un terme. Alors, malheureusement, ça, c'est un peu mon chapeau académique, hein. Je suis obligé de trouver des termes un peu barbares qui ont été créés par d'autres, hein, et essayer de les utiliser pour essayer de comprendre le réel qui est en face de moi. Et cette expression que j'ai trouvée, c'est déconstruction, reconstruction. Je n'ai pas inventé la déconstruction, loin de là, c'est un courant philosophique qui a été lancé d'ailleurs par quelqu'un qui est né à Alger, c'est Jacques Derrida, donc un juif d'Algérie. Et donc, la déconstruction, la reconstruction dans le contexte qui nous a réunis aujourd'hui, c'est que la démarche artistique de la génération Issa Kham, Khadda, etc., ça a été à la fois de déconstruire le passé et de le reconstruire dans un élan esthétique complètement inédit, complètement singulier, d'une force esthétique assez exceptionnelle. Et la même chose avec ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire la peinture de chevalet, les techniques modernes, etc. On les absorbe, on les déconstruit, on les reconstruit selon une modernité dont l'origine se trouve ancrée dans l'héritage. Voilà ce que cette génération-là a réussi. Voilà son exploit. Et je vais essayer maintenant d'illustrer ce que je viens de dire. Si on prend Baya, Baya Mahidine, alors pourquoi je commence avec Baya? Pour une raison très simple. Ce n'est pas par un biais féministe à l'égard des femmes, même si je le revendique volontairement, mais c'est tout simplement parce que Baya a été la première artiste à avoir une exposition majeure, une exposition individuelle majeure. Elle est née en 1931, l'exposition a eu lieu en 1947. En France, elle avait 16 ans. Et c'est une artiste qui est née avec une vision et qui a traduit cette vision-là sur la toile, sur le papier, jusqu'à sa mort en 1998. Donc, il y a quelque chose de très particulier avec Baya, c'est que son art n'évolue pas. C'est un art qui a été accompli du point de vue esthétique, du point de vue de la composition, dès les premiers jets, quand elle était encore enfant. Et donc voilà, donc c'est avec un plaisir incommensurable que je dis que
à l'intérieur même de cette génération-là qui a fait naître l'art moderne algérien, eh bien, c'est une femme qui a été la première à l'enfanter. Et le mot, ce n'est pas juste un jeu de mots, c'est réellement ce qui s'est produit. Et alors, quand on voit, quand on observe, quand on admire les toiles de Beya, eh bien, on retrouve toutes sortes de composantes appartenant à l'héritage artistique dont parlait Khadda. Ça vous rappelle la céramique. Dès qu'on voit les toiles de Beya, eh bien, on pense à tout cet héritage de l'art céramique. Alors, bien entendu, vous voyez aussi des symboles identitaires ici à travers des instruments de musique spécifiques qui appartiennent donc à la tradition musicale soit orientale, soit nord-africaine. Les motifs floraux qui rappellent aussi certaines formes d'enluminure. Et puis, bien entendu, il y a quelque chose qui revient systématiquement chez elle. Ce sont les animaux à plumes, et notamment le pan, qui lui rappellent les jardins, et les jardins andalous, les jardins nord-africains, et rappellent aussi les tons musicaux de la musique classique algérienne, donc on appelle la musique andalouse. Donc il y a une sonorité qui accompagne les toiles de Beya, qui sont proprement liées donc à cette musique andalouse. Mais ces toiles sont uniques, c'est-à-dire que ce n'est la reproduction de rien. Donc il y a une déconstruction de ce que nous avons hérité en termes de céramique, en termes de représentation des instruments musicaux, d'enluminure, etc., etc. Et c'est reconstruit dans un élan artistique absolument unique à Beya. Et il y a quelque chose de totalement nouveau. C'est la présence de la femme dans les toiles. La femme est présente dans pratiquement toutes les toiles de Beya. Voilà. Alors, il y a eu toutes sortes de discussions sur qu'est-ce qu'elle essaie de représenter, mais si vous voyez les photos de son visage à un certain âge, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'autoportraits à l'intérieur. Beya a fait une rencontre, pour l'anecdote, assez intéressante après sa première exposition avec Picasso. Et Picasso l'avait invité donc à travailler avec elle dans le même atelier. Et puis bon, pendant la guerre de libération, entre 1954 et 1962, Beya a arrêté de peindre. Alors, une thèse dit qu'elle a arrêté de peindre parce qu'elle est devenue, elle s'est mariée, puis elle a eu des enfants, elle en a fait 6. Et que c'était à cause de cela. Je ne le crois pas, parce qu'elle était mariée à un artiste, un musicien, et les deux ont arrêté leur activité artistique pendant la guerre de libération par solidarité avec les gens qui se battaient pour la libération du pays. Donc voilà. Et alors, là aussi, c'est de la spéculation. On dit que Picasso va reprendre les femmes d'Alger dans leur appartement, et il va en faire sa propre lecture, selon la même technique que je viens de vous décrire. Déconstruction, reconstruction, c'est qu'il a déconstruit le tableau de Delacroix et il l'a reconstruit. J'ai une photo, je ne sais pas si c'est dans la slide qui vient après ou pas, non. Mais je vais vous la montrer après, une de ces toiles qui s'appelle d'ailleurs les femmes d'Alger dans leur appartement. Mais c'est la facture orientaliste qui disparaît totalement. Donc c'est un acte libérateur qu'il a fait, et il l'a fait pendant la guerre de libération en Algérie. Et by the way, c'est aujourd'hui l'un des tableaux les plus chers au monde. Il s'est vendu à plus de 200 millions de dollars, si ma mémoire est bonne. Ce que vous voyez en bas à gauche, c'est la signature de Beya. Ce n'est ni de l'arabe, ni du français, ni du berbère. Okay, c'est une signature qu'elle a inventée. C'est une fille qui a été orpheline à l'âge de 5 ans et qui a dû travailler comme domestique. Donc, elle n'a pas pu aller à l'école. Elle a appris à lire et à écrire. Contrairement à ce qu'on dit qu'elle était analphabète, ce n'est pas vrai. Elle a appris à lire et à écrire plus tard. Et voilà. Donc, quand est venu le temps de signer cette toile, elle a inventé sa propre écriture, si vous voulez. Et donc, voilà. Ça signifie Beya.
Voilà. Donc, une œuvre assez exceptionnelle. On va passer maintenant à un autre de cette génération, c'est Choukri Mesli. Alors, Choukri Mesli, son identité individuelle d'artiste, c'est vrai que pendant la guerre, il a essayé de reproduire un peu les malheurs du peuple algérien et du sang qui a coulé pendant cette lutte-là, mais il s'est très vite orienté vers l'abstraction. Donc, il a fait beaucoup de toiles abstraites, mais ce qui va marquer son œuvre, ce qui va faire son individualité, c'est la sensualité féminine. Donc, le nu féminin est très présent chez lui-même, s'il est reproduit à sa manière à lui. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de dialogue, déconstruction, reconstruction avec l'héritage. Parce que le nu est une déconstruction, reconstruction avec la tradition artistique occidentale, puisque le nu est très présent dans les arts plastiques occidentaux. Donc il y a donc d'une part déconstruction, reconstruction sur le nu, et puis il y a déconstruction, reconstruction par rapport à l'héritage propre. Et là, on voit dans le tableau à gauche l'enluminure, et donc qui est totalement déconstruite. Elle est reconstruite dans la mesure où elle entoure le tableau. Le tatouage aussi, hein, comme vous le voyez dans la toile de gauche, vous voyez que les femmes sont tatouées. Et puis, les couleurs vives des tapis, on les retrouve dans la deuxième toile à partir de la gauche, dans laquelle il y a beaucoup d'abstraction, c'est vrai, mais il y a des silhouettes. Et ces silhouettes-là sont essentiellement féminines. Vous pouvez déjà le voir dans les années 60. La même chose, c'est pas très clair dans la troisième toile, mais il y a utilisation du tifinagh, qui est donc l'alphabet amazigh, l'alphabet des langues premières et autochtones en Algérie. Je vais revenir sur cette question-là parce qu'on va discuter du débat qu'il y a eu autour de l'utilisation de ces signes dans les années 60. Donc voilà. Et puis bon, on retrouve dans la dernière toile également les symboles tifinagh et puis le nu féminin. Alors, la même chose, hein, donc toutes ces thématiques-là reviennent de nouveau. Hein, dans la troisième toile, à partir de la gauche, vous voyez la reprise des motifs qu'on retrouve dans les tapis, dans les tatouages, dans l'enluminure aussi. Mais il y a une présence humaine, une représentation humaine sous la forme de la silhouette d'une femme. C'est assez évident dans la toile du milieu aussi. Donc vous voyez comment, là aussi, nous avons une signature artistique et esthétique complètement inédite, mais qui est faite dans ce dialogue critique avec le passé et avec l'Occident. Khadda maintenant. Alors, Khadda est un artiste dont l'individualité se caractérise par l'omniprésence du signe, mais et particulièrement la calligraphie. Et alors, quand vous voyez ces toiles, on a l'impression très souvent que c'est de la calligraphie arabe, que ce sont des lettres arabes, que ce sont des mots arabes. C'est juste qu'ils sont déconstruits, mais on peut les lire si on fait un peu attention. En fait, il n'en est rien. C'est-à-dire que la reconstruction que Khadda va faire de la déconstruction de la calligraphie, c'est que le signe n'a de valeur qu'intrinsèque. C'est-à-dire qu'il n'a pas de signifiant. Alors que dans la calligraphie traditionnelle, ce qui est représenté, c'est toujours quelque chose qui a un signifiant. Ça veut dire quelque chose. Alors que là, le signe calligraphique, hein, donc la lettre arabe, est reprise pour sa valeur artistique
intrinsèque sans qu'elle ait de signifiant, et ça donne des compositions comme celles que vous voyez ici et qui, bien entendu, sont assez impressionnantes. Ce n'est pas du tout un hasard, c'est le troisième tableau à partir de la gauche, s'appelle Collier de signes. Mais tout en utilisant donc les signes linguistiques pour leur valeur artistique intrinsèque, Khadda a réussi quand même à faire du figuratif. Et donc, vous voyez dans les deux toiles, à partir de la gauche, ce sont des scènes horribles, ce sont des scènes de torture à cause de ce qui s'est produit, bien sûr, pendant la guerre de libération, mais également après l'indépendance, puisque des amis à lui ont été torturés parce que c'était des opposants. Mais là aussi, notamment dans la toile du milieu, on a réellement l'impression de retracer des lettres arabes, mais la vérité est que c'est juste le geste de l'artisan qui fait de la calligraphie qui est retenu, et il est utilisé pour une composition pour laquelle la calligraphie n'était pas destinée à l'origine. Donc encore une fois, déconstruction, reconstruction. Le dernier tableau, le troisième à partir de la gauche, là aussi, c'est de la représentation de la Casbah d'Alger. Alors, si vous approchez Alger de la mer, à partir de la Méditerranée, c'est de cette façon-là que va vous apparaître la Casbah d'Alger. C'est ce qu'on voit derrière, à l'arrière-plan de cette toile-là. C'est un peu ce que nous voyons. Et puis le titre, c'est « Les Casbahs ne s'assiègent pas ». Et je ne sais pas si vous arrivez à voir dans le coin en haut à droite, ce sont des armes. Et ça symbolise en fait le siège que la Casbah a dû subir pendant la guerre de libération. Mais le titre dit que ça ne sert à rien d'assiéger les Casbahs. Elles ne s'assiègent pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vaincre une réalité identitaire qui existe depuis des siècles dans le cadre de la Casbah, mais depuis des millénaires pour ce qui est de l'identité de l'Algérie. Et puis, en premier plan, eh bien, il y a ce filtre. Et ce filtre-là, c'est la signature artistique propre à Khadda, qui, encore une fois, provient de cette déconstruction, reconstruction de la calligraphie arabe. Alors, on a souvent reproché à Khadda d'utiliser principalement des motifs qui renvoient à l'alphabet arabe et de négliger le tifinagh ou l'alphabet amazigh. Mais on le voit ici dans le tableau à gauche. En fait, c'est votre droite. Okay. Je suis un peu confus. Donc, c'est pas grave, vous avez compris. Hein. Donc, le tableau qui est à votre droite, où il y a un signe assez proéminent, le signe de l'homme libre, qui est le signe amazigh par excellence. Et ce qui est intéressant dans ces deux compositions, qu'on trouve dans une série de tableaux de Khadda, c'est que ce sont toujours des confluents. Hein. Okay, vous avez comme une rencontre de deux mondes. Bien entendu, dans le tableau de gauche, le titre est assez clair, hein, c'est la rive du Jourdain, donc forcément, c'est deux rives du même Jourdain. Okay, puis c'est bien entendu un renvoi assez clair à la Palestine et à la lutte des Palestiniens. Mais là, encore une fois, toujours à travers ce filtre propre à Khadda. Et là, nous avons les couleurs extrêmement vives qui nous rappellent la tapisserie traditionnelle algérienne et qui contredit ce que Augustin Berg disait à propos de l'incapacité d'étudier la couleur. Alors que tous les artistes que nous avons vus jusqu'à présent, qu'il s'agisse de Beya, qu'il s'agisse de Mesli ou qu'il s'agisse de Khadda, vous voyez qu'il y a un travail qui est assez élaboré sur la couleur. Et ce qui est intéressant, c'est que Khadda comme Beya n'étaient pas destinés
à la peinture. Il n'est pas né dans une famille de lettrés. Ce sont des hasards. Ici, Hicham a l'habitude de dire nous devenons artistes comme ça, par hasard. C'est juste, bien entendu, c'est un peu une vision imagée, parce je veux dire, ce sont des artistes de toute façon. Ils sont nés artistes. Ces rencontres ont permis à ce talent-là d'éclore, mais la réalité est que ce talent-là existait déjà. Mesli, il faut dire qu'il est né dans une famille de lettrés, donc il est allé aux Beaux-Arts dans l'objectif d'étudier l'architecture, mais finalement, il s'est orienté, sans le dire à sa famille, vers la peinture. Mais quand il l'a avoué à son père ne l'a pas désapprouvé. By the way, si vous voulez voir, il y a un documentaire très intéressant d'1 heure sur un site de partage de vidéos, pas YouTube, sur Vimeo. Il est en accès libre. C'est un documentaire sur Mesli. On le voit très affaibli par la maladie, parce qu'elle a été faite vers la fin de sa vie, mais on le voit parler. Et ceux qui ont été ses étudiants, notamment notre Ali Kichou, peuvent vous parler de l'extraordinaire gentillesse et sollicitude de l'homme que fut Choukri Mesli. Je passe à Ici Hicham. Alors, Ici Hicham, Madame Mel n'avait pas tort d'évoquer un homme qui a vécu une douleur toute sa vie. Et d'ailleurs, le titre de ma conférence, il y a une dizaine d'années, à propos d'Ici Hicham, précisément, c'était l'écorché vif. Et c'était un écorché vif. Alors, certains membres de sa famille n'aiment pas qu'on dise ça. Pourquoi? Parce que ça cache un autre aspect de sa personnalité. C'était quelqu'un, c'est vrai, un écorché vif, et c'était une personne très fougueuse, très colérique, qui avait éloigné de lui toutes les amitiés qui lui pleuvaient dessus à cause de son art. Parce que son art a touché tellement de monde que beaucoup de gens étaient attirés par lui. Mais lui, il faisait tout pour les éloigner. Et donc, il avait cette réputation d'être un peu sauvage, ce qu'il était réellement, sauf avec une personne. Alors, enfin, j'exagère un peu, mais en tout cas, des personnes avec lesquelles il a été lié d'amitié jusqu'à la fin de sa vie, c'est un poète, Kateb Yassine. Voilà, donc c'est le seul avec lequel il ne s'est pas brouillé, en tout cas, il ne s'est pas brouillé longtemps, puisqu'ils sont restés amis jusqu'à la mort d'Ici Hicham en 1985, et leur amitié s'est nouée dans les années 50. Alors, le tragique d'Ici Hicham mérite d'être noté, même si la biographie n'est pas le thème de ce soir, et on a fait déjà allusion à cela. Pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, c'est que quand il était préadolescent ou jeune adolescent, c'était à l'époque où l'armée américaine était en Algérie, et donc il occupait l'école où il allait. Et donc, voilà, il est rentré avec des amis là-dedans, il a pris une grenade. Il a subtilisé une grenade, il l'a emmené à la maison, il a appelé ses sœurs et puis ses cousins à venir jouer avec la grenade, et la grenade a éclaté. Et donc, il y a eu des pertes. Sa sœur est morte, son cousin aussi est mort, et lui a perdu une main. Il sera hospitalisé pendant 2 ans, et pendant 2 ans, il va finir par perdre en fait l'avant-bras gauche et une phalange sur un doigt, dans la main droite. Et c'est lui qui raconte ça, quand il est rentré de l'hôpital 2 ans plus tard, il a été rejeté par sa mère. Et donc, il s'est retrouvé, autour de l'âge de 17 ans, 18 ans, à errer dans les rues à Alger, alors que ce n'était pas sa ville natale. Et le hasard a fait qu'à un moment donné, grâce à l'aide de Rassim, Mohamed Rassim, il rentre étudier aux Beaux-Arts parce qu'on avait noté son talent. Et donc, la marque principale, individuelle, la signature d'Ici Hicham, c'est le tragique. Vous ne pouvez pas admirer une toile d'Ici Hicham sans constater l'expression d'une douleur profonde. Et alors, vous avez aussi la présence de la mère et de la maternité. Et vous savez maintenant d'où est-ce que ça vient. Bien sûr, dans des interviews dans les années 60 et 70,
il avait rationalisé la présence de la femme dans ces toiles en disant c'est un hommage aux femmes qui se sont battues pendant la guerre de libération. Et il faisait une référence directe à Jamila Bouhired, donc qui a été emprisonné, torturé, etc. Ce n'est pas nécessairement faux. Ce n'est pas nécessairement faux. Mais la réalité est que cette insistance obsessive sur la maternité et sur cette mère qui apparaît toile après toile, portant un enfant avec tendresse, ne peut pas nous empêcher de penser à son drame personnel avec sa propre mère. Et alors, donc on peut le constater. Et parfois, même lorsque l'enfant n'est pas représenté sur la toile et que juste la femme est présente, le titre est maternité. Vous voyez. Alors voilà. Et alors, donc on peut le constater sur ces toiles-là. Lui a toujours dit qu'il s'inspirait beaucoup des robes que portent les femmes traditionnelles en Algérie, notamment les femmes chaouis et les femmes chaouis et kabyles. Ce sont des robes aux couleurs vives, bariolées, qui sont d'une extraordinaire beauté, qui se maintiennent aujourd'hui, mais on les porte uniquement dans les occasions, pour les fêtes. Ceux qui connaissent l'Algérie ou les gens qui sont algériens parmi vous le savent très bien. Et puis, vous avez également l'utilisation de la lettre, de l'écriture. Mais ce n'est pas de la calligraphie, c'est juste de l'écriture. Les fois où vous voyez des lettres dans les toiles des Siram, c'est toujours de l'écriture. Ici, dans la peinture du milieu, qui s'appelle d'ailleurs Femme sur poème, eh bien, le poème en dessous de la femme, en arrière-fond, c'est un véritable poème écrit par son ami Keteb Yassine. D'ailleurs, un poème très beau, qu'on retrouve dans d'autres toiles également. Mais lorsque... Alors, sur ces toiles-là, on retrouve d'autres thèmes, d'autres référents identitaires. Si vous prenez la toile de gauche, qui est une toile magnifique. La première fois que je l'ai vue devant moi, je crois que j'ai passé une demi-heure. J'étais allé au musée d'art moderne avec 2 amis d'enfance. Au bout d'un moment, ils m'ont dit, nous, on n'en peut plus. Tu nous retrouves dans le jardin, parce que j'ai passé une demi-heure devant juste cette toile. Une demi-heure, je n'exagère pas, une demi-heure. Alors que, pour ceux qui connaissent le musée des Beaux-Arts à Alger, il est assez grand. Et donc, pour faire le tour, vous devez consacrer au moins 2 heures de temps, 2 heures et demie de temps. Alors, passer une demi-heure sur une toile, les copains ont pensé qu'on allait faire la fermeture. Donc, voilà, pour la petite histoire. Et alors là, vous avez bien entendu le thème de la maternité qui revient, mais aussi le titre est révélateur, c'est la mendiante, parce que Isiahram a toujours voulu s'identifier aux gens qui souffrent, aux gens qui sont dans le besoin. Dans le besoin matériel, la mendiante en est la preuve, mais dans le besoin affectif aussi. Et on le voit dans l'étoile. Et vous avez à gauche ce qu'on appelle en arabe le khamsa, c'est la main qu'on utilise contre le mauvais œil, mais qu'on utilise aujourd'hui juste parce que c'est un symbole identitaire. J'en ai chez moi, c'est vraiment pas pour éloigner le mauvais œil, mais c'est juste parce que la symbolique et le motif artistique en lui-même est beau. Donc, de la même manière que les lettres et la calligraphie n'ont plus de signifiant, eh bien même le khamsa ici n'a plus nécessairement le signifiant qu'elle avait, et qui est celui d'éloigner le mauvais œil, mais acquiert une valeur artistique intrinsèque. La même chose pour le croissant, que vous voyez juste en dessous. Et puis, pour ceux qui connaissent les habits des Touaregs, vous voyez que la femme porte ce que normalement les hommes tergui portent sur la tête. Et le thème tergui, on le retrouve aussi dans la toile du milieu, avec en premier plan
Donc, à gauche, vous avez vraiment la reproduction d'un homme tergui, et à côté de lui, un signe déconstruit, reconstruit du Tefina. Et puis, la dernière toile, je ne sais pas si vous arrivez à voir le tatouage sur le front de la femme qui est représentée ici, mais il y a également, cette forme sinusoïdale que Issacham utilise souvent et qui rappelle l'enluminure, qui rappelle aussi l'architecture islamique. Et puis, en premier plan, ce que vous voyez, c'est, en tout cas à mes yeux, c'est vraiment un rappel de l'art armurier des Touaregs, qui est donc un art qui existe en lui-même. Et puis, je ne sais pas si c'est assez clair, mais il y a la main d'Issacham, qui est en fait une marque, cette main, la seule qui lui reste. Donc, généralement, il trempe sa main dans la peinture et sa dernière signature, c'est de la mettre sur le tableau. C'est une main qui saigne, d'ailleurs. Puis, dernier point sur Issacham, c'est à travers ces toiles-là, hein, Silex, Les Aveugles et La Diseuse de Bonaventure. Là, pour moi, c'est un dialogue conscient ou inconscient avec les peintures rupestres. Donc vous voyez déjà les couleurs le rappellent, et la toile du milieu, on a l'impression qu'elle n'est pas peinte sur de la toile, que c'est peint sur un rocher, et que la composition s'intègre à la matière. Mais en fait, c'est une toile. C'est une toile qui est dans le musée des Beaux-Arts aussi. La même chose pour le troisième tableau à partir de la gauche. On a l'impression que la composition s'intègre à la matière. Et la matière, ici, c'est de la pierre. Okay. Alors qu'en fait, c'est soit de la toile, soit un panneau. Alors, bien entendu, toutes les interprétations que j'ai essayé de faire sont des interprétations. C'est de l'herméneutique. Et ce n'est pas nécessairement ce que les artistes avaient en tête. Et si un artiste vient me dire ce que tu as vu dans ma toile n'était pas dans ma tête, je m'excuserai, bien entendu, mais je lui dirai aussi que la toile dit plus que ce que l'artiste a essayé de lui faire dire. Et d'ailleurs, quand on pose la question aux artistes, comme on l'a fait à Issacham, il disait « Je n'aime pas entendre cette question. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification ?» Ce que j'essaie, moi, c'est de peindre. Okay? Et ça me rappelle la même question qui a été posée à Giacometti. Et le journaliste ou le monsieur qui faisait le documentaire lui disait vos personnages, c'est vrai qu'ils sont très mystérieux, vos personnages ont les yeux qui regardent vers l'intérieur. Puis Giacometti qui répond dans son accent non, moi j'essaie de mettre une tête dans l'espace. Voilà ce que j'essaie de faire dans mes statues, c'est ça mon objectif. Si j'arrive à placer une tête dans l'espace, ok, j'ai réussi. Qu'il regarde à l'intérieur, à l'extérieur, sur les côtés, peu importe. Donc, mais les sculptures de Giacometti, c'est vrai que vous donne l'impression que c'est un miroir de l'âme, de l'être humain, et puis vu l'époque troublée dans laquelle il les a faites, on peut lui donner raison. La même chose avec Issacham. Il pourrait très bien dire que j'ai tort de dire qu'il y a du tragique dans ces toiles, mais la réalité est que le tragique est là, que Issacham l'ait voulu ou pas. Et c'est valable pour tous les artistes, notamment les plus grands artistes. Donc je ne dirai rien sur les artistes qui ont été exposés ici aujourd'hui, parce qu'ils sont vivants. Donc je risque d'avoir des problèmes. Ok, donc voilà. Alors j'attendrai les prochaines générations on va leur laisser le loisir de discuter des toiles de nos artistes. Je terminerai, si vous me le permettez, sur un débat qui a eu lieu dans les années 60, et je répondrai à quelques-unes de vos questions. Après l'indépendance de l'Algérie, pour le dire rapidement, il y a eu une volonté de politisation de l'art. De soumettre l'art à une volonté politique.
Ok. Et vous savez que la politique ne touche à un domaine de la pratique, ne peut pas toucher à un domaine de la pratique sans le pervertir. Et à l'époque, il y avait une pression pour que l'art obéisse à la logique du réalisme socialiste et que l'art fasse la gloire de la construction volontariste du pays, fasse la gloire, mais de manière réaliste, à ceux qui sont morts pendant le combat. Et puis il y avait une autre tendance populiste, proprement populiste, qui disait qu'il faut que l'art s'en tienne strictement à l'héritage populaire. D'accord ? Et il y a eu une réaction de la part des artistes en Algérie, comme l'a dit Madame Hell pendant le vernissage. Et un groupe d'artistes a créé donc un groupe qui s'appelle Aucham. Ils ont publié un manifeste. Donc, Aucham signifie tatouage. Ça signifie tatouage. Et voilà ce que dit le manifeste. Aucham est né il y a des millénaires sur les parois d'une grotte du Tassili. C'est une référence aux peintures rupestres. Il a poursuivi son existence jusqu'à nos jours, tantôt secrètement, tantôt ouvertement, en fonction des fluctuations de l'histoire. Il nous a défendus et subsisté malgré toutes les conquêtes. Sous diverses formes, le signe magique manifeste le maintien d'une culture populaire. Ainsi, de tout temps, à travers les œuvres des artistes artisans, une rigueur intellectuelle s'est maintenue, exprimée notamment dans des compositions géométriques. C'est cette tradition authentique qu'Aucham 1967, parce qu'il y en aura d'autres qui correspondent donc en fait à des expositions, affirme retrouver non seulement dans les structures des œuvres, mais aussi dans la vivacité de la couleur. Alors bien entendu, c'est une réaction. On peut dire que c'est une réaction salutaire. Mais c'est aussi une manière de mettre l'art dans une boîte. Vous comprenez ? Et c'est la raison pour laquelle, si cette génération, que j'ai qualifiée de génération en or, a réalisé ce qu'elle a réalisé, c'est qu'elle l'a réalisé par la pratique. Et elle ne l'a pas réalisé par la mise en œuvre d'un programme artistique. Dès lors qu'on met le discours autrement que le discours que j'essaie d'avoir aujourd'hui, qui est celui juste d'une présentation, mais que ça devienne un manifeste et un programme, ça pose problème. Et là, on voit en fait la trace d'un artiste en particulier dont je n'ai pas eu le temps de parler parce qu'il appartient à une génération plus jeune, c'est Denis Martinez, qui a aussi produit des chefs-d'œuvre. Mais ce qu'il décrit ici, c'est réellement son œuvre à lui. D'accord ? Et si ce manifeste-là a été signé par Baya, il a été réellement signé par Baya et Choukri Mesli, eh bien, tout ce que Baya et Choukri Mesli ont fait n'obéit pas nécessairement à cette logique-là. Mais ce que j'aime, moi, dans le groupe Aucham, c'est vraiment le nom. Et donc, par le plus heureux des hasards, les organisateurs de cet événement-là, sans consultation aucune, ce qu'ils ont fait, c'est de la déconstruction, reconstruction du titre du groupe et du titre du manifeste, puisqu'ils l'ont pris, mais pas nécessairement pour la célébration du contenu et la réduction de toute l'expression artistique à l'abstraction. Au contraire, on reprend l'esthétique du terme, qui est un terme d'une extraordinaire beauté, mais on le reconstruit dans une ouverture sur d'autres formes d'expression artistique. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a eu un débat. Et Isiakham n'était pas tout à fait d'accord avec cela. Et d'ailleurs, il a réagi de cette façon. Plus tard, bien après les années 60, le poète et écrivain Tahar Djaout l'a interviewé. Et il lui a posé la question, comment une recherche d'identité peut-elle s'élaborer à travers une œuvre plastique? Et la réponse d'Isiakham a été la suivante. Il a dit, à mon avis, c'est un grand mot que recherche d'identité. Un peintre, c'est quelqu'un qui se met à peindre, qui évolue. Au cours de l'évolution, il a tendance à revenir à lui-même, c'est-à-dire à la société, à ses symboles. Donc l'artiste ne va pas à la recherche d'une identité, mais il sait que c'est un élément qui peut intervenir dans sa peinture, dans ses conceptions plastiques. Le propos est important ici. Pourquoi ? Parce que ce que Isiakham dit ici, c'est que
c'est le geste artistique qui est suprême. D'accord? C'est le geste artistique qui est souverain. Ensuite, si cela doit passer par l'utilisation de référents identitaires, ainsi soit-il. Mais on ne peut pas inverser les choses en disant voilà les référents identitaires, et donc l'art doit se soumettre à ces référents identitaires ou à d'autres référents doctrinaires. Donc, cette idée de l'art pour l'art est une idée très précieuse. Pourquoi? Parce qu'elle protège l'art contre la récupération politique ou la pression politique. Elle protège l'art également de toutes sortes de dogmatismes possibles. Alors, alors ça, c'est vraiment Issacham donc qui dit à propos de l'abstraction, sois hermétique dans ton atelier si tu veux, mais au contact du public, fais un effort. Autrement, il ne pourra pas te comprendre, il ne te rejoindra jamais. Je crois que vous savez l'affection que j'ai pour Issacham, mais je ne suis pas tout à fait d'accord ici, parce que pour lui, il y avait une idée selon laquelle l'abstraction ne pouvait pas nécessairement être appréciée au niveau populaire. C'est une déclaration qui est un peu problématique, puisque les arts populaires utilisent de l'abstraction. D'accord? Et donc je crois qu'il faut privilégier sa première citation plutôt que celle-là. Khadda peut être hermétique, et il l'est, mais Khadda peut parler à n'importe qui prend la peine d'admirer ses tableaux. Khadda étant le plus abstrait des peintres que nous avons vus. Autre citation, et je terminerai là-dessus, de Issacham. L'Afrique du Nord témoigne d'un patrimoine artistique d'une importante diversité, des œuvres de l'artisanat berbère imprégnées des nombreux courants du monde africain antique aux plus récentes peintures figuratives ou abstraites. Nous vivons l'histoire de diverses influences, carthaginoises, romaines, byzantines, arabes et françaises. Donc voilà ce que disait Issacham en 1960, avant l'indépendance de l'Algérie. Et pour moi, ça, c'est un programme multiculturel qui reconnaît la réalité de la diversité de l'Algérie et qui, en vertu de sa reconnaissance de la diversité, est nécessairement ouvert. C'est valable non seulement pour l'Algérie, je crois que c'est valable pour l'ensemble du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, y compris au Québec, sans m'étaler sur les débats identitaires. Mais c'est clair que si on a une conception de l'identité qui n'est pas figée, qui accepte cette dynamique de déconstruction, reconstruction, d'une part, par rapport à l'héritage culturel, identitaire, linguistique, etc., et d'autre part, par rapport à celui qui est différent, à celle qui est différente de nous, eh bien, c'est la seule façon à la disposition des êtres humains pour vivre dans un minimum d'harmonie. Merci beaucoup. Maintenant, je peux finir mon thé. Donc, je vais répondre avec plaisir. Oui, vas-y, ouais, Mourad. Merci beaucoup, Miloud. Écoute, on est parti, c'est formidable. Je ne suis pas le seul. C'est sûr qu'il y a beaucoup de questions dans la salle. Il y a un micro qui circule, il y a un micro quelque part. Il est où le micro? Il est là-bas? Oui, je vais le chercher. Ouais. On va commencer avec... Voilà, Hani a demandé la parole. Merci Miloud pour cette présentation. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas entendu
donner une conférence. Merci. J'ai oublié à quel point c'était un plaisir en fait de t'écouter. Tu es un pédagogue né et ça fait plaisir à entendre. Merci pour cette belle présentation. J'ai 2 questions et un commentaire. Enfin, c'est plutôt une réflexion parce que pendant toute ta présentation, c'est cette question qui me traverse et j'ai envie de la partager avec toi. Et c'est sur cette ligne, en fait, sur ta ligne directrice qui est cette déconstruction-construction. Donc c'est plutôt un commentaire ou peut-être une réflexion que je veux partager avec toi pour faire aussi un peu le lien avec les artistes d'aujourd'hui et les artistes qui viennent d'un ailleurs et qui travaillent ici. Évidemment, imprégné évidemment de cette identité, des traces de cette mémoire à la fois individuelle et collective. J'ai l'impression qu'il y a tout à fait, en fait, pas du tout, enfin, il y a une continuité, il n'y a pas de rupture. J'ai l'impression que les artistes que tu nous as présentés sont en ce sens, mais c'est une question à la fois et une réflexion que je veux partager avec toi, sont très contemporains sur cette question-là et qui rejoignent pleinement. Encore une fois, c'est un risque de parler des artistes vivants, mais tant qu'ils sont là, tant d'en parler, mais j'ai l'impression qu'ils sont exactement sur cette ligne-là, déconstruction, reconstruction, et c'est d'ailleurs encore plus présent pour des artistes qui sont loin de leur pays d'origine. En tout cas, c'est un peu quelque chose que je veux partager avec toi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans la distance, peut-être ce que ces artistes-là, et je me pose la question, est-ce qu'ils ont connu l'exil? Est-ce qu'ils ont connu le départ? Est-ce qu'ils ont connu un exil interne? Parce qu'évidemment, c'est pour moi, cette déconstruction-construction dont tu parles peut se faire que justement dans cet éloignement. Alors ça peut être le cas de l'éloignement dans son propre pays par rapport... En tout cas, voilà, ça c'est une réflexion que je veux partager avec toi. Et les 2 questions, en fait, c'est ça, j'en ai dit une. Est-ce que les artistes que tu nous as présentés ont connu à un moment ou à un autre l'exil? Puisqu'évidemment, on parle d'un contexte politique bien particulier et de cette pression que tu as parlé, de cette pression politique. Comment se passait peut-être pour eux, peut-être pour d'autres, si tu as des exemples d'artistes exilés de cette époque-là. Et puis, je terminerai sur ma 3e question. Tu as répondu un peu indirectement avec le collectif Aoshem, mais je voulais te poser la question, est-ce que pendant cette période, à partir dont tu pars en fait des années 1930, c'est un petit peu l'année charnière jusque dans les années 60, est-ce qu'on peut parler d'un mouvement artistique? Et puis, si oui, comment tu décrirais ce mouvement? Puis, j'imagine que est-ce que eux ont fait partie de ce mouvement, ou est-ce que c'était plutôt finalement une posture plutôt individuelle que collective? C'est une question aussi que je me posais. Merci. Alors, merci beaucoup pour vos beaux mots à propos de ma présentation. Bien sûr qu'il y a toujours une continuité, et c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas contenté du terme de déconstruction. C'est que la reconstruction est absolument importante. Il y a un art qui s'est contenté de la déconstruction, mais les résultats ont été un peu sordides, notamment en musique. Où la déconstruction utilisée dans la musique classique avait pour objectif en fait de liquider la musique classique, un objectif avoué, et c'était un peu le désarroi qui a fait suite à la Deuxième Guerre mondiale qui explique tout cela. Donc si je parle de reconstruction, c'est justement par désir de maintenir la geste esthétique qu'on retrouve chez les artistes dont j'ai parlé. À propos de l'exil, en fait, la réalité que cette génération a vécue, donc de 1930 à 1962, c'est-à-dire qu'ils sont devenus adultes et ils étaient bien avancés dans leur vie sous un régime colonial, qui est une forme d'aliénation, de négation identitaire, etc. Donc, ça vous force vers un exil intérieur. Parce que si, comme Issacham et Choukri Mesli, vous êtes admis à l'école des Beaux-Arts, on va vous confiner soit
dans ce qu'on appelait les arts populaires, soit on vous impose l'académisme des écoles des beaux-arts occidentaux. Et puis, c'est très bourgeois, hein, c'est-à-dire que même à l'époque, même en Europe, on travaillait à déconstruire cet héritage bourgeois du 19e siècle. Et donc, vous êtes obligé de cultiver ce qu'il y a en vous, alors que vous n'êtes pas encore un artiste affirmé, mais en cachette. Alors ensuite, bien entendu, pendant la guerre, Baya est resté en Algérie, mais Issacham était en France. Il a voyagé un peu partout. La même chose pour Mesli, qui pendant la guerre était au Maroc. Khadda était également à l'extérieur. Ils sont tous rentrés. Alors, là où ils ont connu de l'exil, en fait, c'est Mesli, en 1994, a dû quitter l'Algérie, parce que, comme vous le savez, le directeur de l'école des Beaux-Arts et son fils ont été assassinés à l'intérieur de l'école des Beaux-Arts pendant la décennie sanglante que l'Algérie a traversée pendant les années 90. Et là, malheureusement, Choukri Mesli, la mort dans l'âme a dû quitter l'Algérie, et il en parle avec beaucoup de douleur. Dans le documentaire dont je vous parle, c'est un vieillard qui a été affaibli par un AVC qui en parle, et c'est quelqu'un de joyeux. Donc vous le voyez dans le documentaire, comment dès qu'il évoque cette question-là, il l'évoque avec les larmes aux yeux. C'est aussi simple que ça. Même si en France, il a été bien accueilli, sa conjointe est française. Voilà. Baya a refusé l'exil. On lui a proposé, à cause des assassinats d'intellectuels, d'artistes, etc. en Algérie, on lui a proposé l'exil, elle a refusé. Donc elle est restée en Algérie, elle est morte en Algérie. Khadda est mort juste avant le début des problèmes, mais il aurait été visé parce qu'il faisait partie idéologiquement des cibles des groupes armés. Il est mort en 1990. Issacham, lui, est mort bien avant, en 1985, mais il est clair qu'ils auraient vécu d'une manière ou d'une autre un exil dans les années 90, un exil effectif, effective, ça c'est un anglicisme, un exil réel, donc en quittant le pays, ou un exil intérieur à cause de la menace. Est-ce que c'est un mouvement? Ça dépend comment est-ce qu'on le voit. Pour moi, c'est clair que cette génération-là représente un mouvement qui est spontané, qui obéit à une auto-organisation et qui a balisé l'histoire de l'art en Algérie. On ne peut pas ignorer ces quatre artistes et d'autres que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, hein, parce qu'il fallait faire des choix. Mais quand vous voyez les artistes algériens d'aujourd'hui, après différentes générations, il y a toujours moyen de tracer une ligne de fuite. Comme quand on dessine de la perspective, il y a toujours une ligne de fuite qui nous ramène quelque part à cette génération-là, et à partir de cette génération-là, aux héritages dont on a parlé. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas du mimétisme. Par exemple, ici, dans l'exposition d'aujourd'hui, je suis le seul à faire du mimétisme. Et ça a été mon objectif dès le départ, à retrouver la technique d'Issacham. C'est sa maquette. D'accord. Mais quand vous observez les autres artistes qui sont exposés ici aujourd'hui, vous voyez qu'ils ont une identité personnelle bien définie, même si, encore une fois, on peut trouver des affinités. Voilà. Merci beaucoup, Rachid Bayou. Merci, Monsieur Chenoufi, pour cette très agréable présentation qui nous a transposé dans un univers, pour les profanes, un univers artistique assez grand pour un peu nous situer nous-mêmes en tant que citoyens nord-africains ou algériens par rapport à la question identitaire. Oui. Moi, il y a deux éléments qui retiennent mon attention. J'aimerais à la fois faire, c'est en même temps un commentaire, mais peut-être aussi une question là-dessus. Il y a le concept de la déconstruction et reconstruction qui a retenu mon attention dans un univers artistique qui, lui, ne peut, selon moi, être détaché de l'ensemble sociologique
de cette région géographique, comme toutes les régions du monde d'ailleurs, je ne peux pas les détacher de la trajectoire sociologique de cette région-là. Déconstruction, construction, ma question est la suivante. Pourquoi cet élément du changement, parce que la déconstruction et la reconstruction, c'est une dynamique de changement particulièrement identitaire. Pourquoi cela ne s'est pas produit socialement et politiquement parlant dans un univers social normal? Est-ce qu'il y a tout simplement, et les réponses sont multiples, ou bien il y a eu une inhibition extraordinaire de la société pour ne pas réaliser ce changement et cette déconstruction, reconstruction, et y ont échappé, sauf les artistes, comme on les appelle. C'est quoi la raison? Est-ce que les mythes inhibiteurs, tels que je vais le mentionner un jour en vous écrivant, ont empêché ce changement, cette évolution, cette dynamique sociale et politique? Comment ont-ils échappé à cela? Bien sûr, il y a une utilisation du symbolique, qui n'est pas le verbe, qui n'est pas la confrontation, qui n'est pas, etc., comme en politique. Donc, il doit y avoir un mystère là derrière. Deuxième élément que vous avez révélé, auquel je n'adhère pas beaucoup. Pourquoi? Parce que moi, l'artiste ne peut pas être intrinsèquement libéré des stimuli historico-sociologiques du contexte dans lequel il a vécu. Donc l'art, il me semble, ne peut pas être dans l'absolu. Il est réactif parce qu'il est vivant, réactif comme une société peut être active. Merci beaucoup. Ok, alors merci vraiment pour les deux questions. La première en particulier me permet de dire quelque chose que j'aurais pu dire durant la présentation. Vous savez, quand je faisais mes études de doctorat, j'avais comme cadre de réflexion un penseur allemand qui s'appelle Gadamer, qui, lui, a écrit un livre sur l'interprétation, l'herméneutique. Et dans ce livre-là, il dit que il y a la vérité, on a tendance à croire que seule la science la révèle. D'accord? Il lui dit qu'il y a d'autres moyens d'accéder à la vérité, et notamment la réflexion philosophique abstraite, et notamment l'art. L'art, parfois, parvient à aboutir à des vérités auxquelles on n'aboutit pas à travers la science politique ou la sociologie, etc. etc. Et pour répondre à la première question que vous avez posée, eh bien, l'art en Algérie a répondu à une question sur comment aller de l'avant en ayant l'héritage que nous avons, mais vivant aujourd'hui au contact de la modernité. Okay? Il a trouvé cette réponse-là dans la pratique, encore une fois, dans la pratique artistique, que la réflexion en sciences politiques, en sociologie, en histoire et la pratique dans les autres domaines autres que l'art ont été incapables de faire. Et donc, du point de vue normatif, pour l'Algérie, mais pas uniquement pour l'Algérie, parce que les questions identitaires se posent un peu partout dans le monde aujourd'hui. Mais ce que nous avons vu, ce qui a été rendu possible, c'est-à-dire une projection dans l'avenir, avec une innovation dans la beauté et l'esthétique et le bon goût, c'est fait en dépassant, en transcendant une réalité, tout en maintenant ce qu'elle avait de meilleur à offrir. Et de ce point de vue-là, c'est un programme normatif, non pas uniquement pour l'Algérie, mais pour le Québec, étant donné les discussions sur les questions identitaires ici et ailleurs dans le monde. Je ne connais pas une seule contrée de la planète où ces questions-là ne se posent pas d'une manière ou d'une autre. Mais là, nous avons une réponse. Et maintenant, il s'agit de voir comment l'adapter à d'autres domaines. Le programme est là. Et il va devoir être fait. Donc voilà. Alors, c'est déjà bien qu'on en parle. Okay, c'est déjà un pas en avant. Sur le deuxième point, vous savez, on n'est pas en désaccord, contrairement à ce que vous croyez. Nous ne sommes vraiment pas en désaccord. Quand je dis que l'art pour l'art est important, je ne signifiais pas l'art doit être détaché
de la réalité. Pas du tout. Je disais que l'art doit être suprême. On ne peut pas lui imposer un programme. C'est tout. Mais bien entendu, qu'on le veuille ou pas, l'art est toujours dans une interaction avec le réel. C'est inévitable. En fait, pas uniquement avec le réel, avec le passé, en essayant d'inventer un futur. Voilà. Madame? Il y en a une ici. Ah.